Chose promise, chose due, les PB sont arrivés au Cameroun. Il s'agit de 80 000 ordinateurs de marque chinoise représentant la première partie d'une commande de 500 000 ordinateurs effectuée par le gouvernement camerounais. Et selon le chancelier des ordres académiques, le ministre de l'enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo, ces ordinateurs représentent un cadeau, un don du chef de l'État, l'apogée d'une belle épopée et qui n'existe pas mieux nulle part sur le globe terrestre. Je le cite également et d'ores et déjà la distribution a commencé. Dans cette émission, nous parlerons également de Patrick Ngadan qui a été libéré, l'écrivain auteur des propos dits injurieux et promesses de mort à l'égard du président de la République. Il est sorti de prison mercredi dernier après 3 semaines de détention jugée arbitraire par son avocat. Un gendarme à Douala décide de se rendre justice à l'aide de son arme. Il abat sa collègue, il abat également sa fiancée et le voisin de cette dernière. Un acte qui noircit ce corps de métier au même moment où ses collègues dans la partie septentrionale et au sud-ouest du Cameroun se battent pour protéger l'intégrité territoriale du Cameroun. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur la rétrospective de l'information et bonjour. Le chef de la cellule de communication du ministère de l'Enseignement supérieur à notre invité, Jean-Paul Biard, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Canal 2 International. Merci de m'inviter une fois de plus. Et surtout, merci d'avoir effectué le déplacement de Yaoundé pour Douala. Merci. Alors, Roni Topi Takem Wamba, le gendarme qui assassine 3 personnes samedi 23 décembre 2017, est rattrapé 3 jours après à Soa, c'est une banlieue de Yaoundé. Ce gendarme au physique d'athlète âgé de 28 ans intègre la gendarmerie en 2015. Il a été arrêté avec l'arme du crime et les restes des munitions. Alex Lembe. Le gendarme Takem, puisqu'il s'agit de lui, a été arrêté ce mardi matin aux environs de 5 heures à Soa par les éléments de la Légion de gendarmerie du littoral. Il est auteur de 3 odieux crimes perpétrés samedi dernier à Douala. Selon des sources concordantes, il tire à bout portant sur sa collègue Doudou Latifa, originaire de Kousséri. Elle est rentrée chez elle à bord d'une moto pilotée par l'un de ses collègues d'armes. Ils trouveront donc au passage une altercation entre un vigile d'une cimenterie de la place et leur camarade meurtrier non loin du pont sur l'Ovouri, Kalachnikov à la main. Selon les explications du vigile, le meurtrier aurait été surpris en flagrant délit de faux. Ses collègues décident d'informer la hiérarchie et malgré maintes supplications vaines du meurtrier, il ouvrira le feu tout d'abord en l'air, puis sur sa première cible, la nommée Latifa. Après ce premier épisode, il empruntera une moto pour se rendre au quartier Bépanda Maturité où il va également tirer sur sa fiancée, la prénommée Kevin. Il ne s'arrêtera pas là puisqu'il décide de terminer son film en tirant sur un jeune homme dont il soupçonnait d'entretenir les relations coupables avec sa dulcinée. 3 meurtres en un jour pour un seul assassin, voilà le bilan d'un détraqué qui aujourd'hui fait la honte de ce corps de métier. Le meurtrier est en ce moment même entre les mains de ses anciens collègues dans une cellule de la Légion de gendarmerie du littoral en attendant que la justice puisse prendre le relais. Alors, Jean-Paul Biard, cette semaine, un acte similaire a été posé à Marois par un sergent. Y a-t-il lieu de remettre en question l'enquête de moralité qui est très souvent pratiquée lors des recrutements? Oui, je pense que ce n'est pas tellement une affaire d'enquête de moralité. Je pense qu'il faut d'abord questionner ici l'environnement dans lequel se déroulent ces drames que nous condamnons aujourd'hui en réalité. Je pense qu'ici, un individu est dans un milieu, il a des fréquentations. On peut faire une enquête de moralité en 2010, et puis en 2012, il y a d'autres conditionnements. Et la construction mentale et comportementale qui évolue au gré notamment de l'environnement. Ça peut être une crise, peut-être une baisse des revenus dans le ménage, il peut y avoir une crise de ménage qui affecte le gendarme ou encore le policier ou le militaire en question par exemple. Il peut y avoir une menace d'un patron quelque part. Mais bref, d'une manière ou d'une autre, les troupes doivent constamment être réarmées moralement. C'est de ça qu'il est question de plus en plus aujourd'hui. Ok. Mais il y a un autre fait à relever, c'est la célérité avec laquelle les fins libres de la gendarmerie l'ont rattrapé puisqu'il était en cabale. Ça démontre, s'il en était encore besoin, que
le Cameroun fait partie des meilleurs pays en matière de renseignement. C'est ça qu'il faut saluer en réalité, parce qu'ici il y a le réarmement moral. Bon, très souvent ça se passe, mais davantage il faut apprécier notamment la vélocité, notamment des forces de défense, à pouvoir rattraper des criminels de guerre par exemple, ou encore notamment ceux qui commettent des menaces dans des cachets de part et d'autre. C'est à saluer ici notamment, à savoir de plus en plus, avec la nouvelle équipe au ministère de la Défense, et dans la plupart des compagnies, et les différentes unités territoriales de quadrillage sécuritaire notamment, il y a une avancée en termes d'efficacité avec les moyens qui sont mis en œuvre, l'infrastructure, la logistique et puis la confiance du patron lui-même, à savoir le chef de l'État. Alors rattraper maintenant un criminel après 2 jours, après 1 jour, après 3 jours, ça veut dire qu'en fait on est passé vraiment vers une armée scientifique opérationnelle sur le terrain. Ce sera entendu que pour un élément de la gendarmerie puisse déjouer les pratiques, puisqu'il est du corps, et connaissant les pratiques, il aurait pu contourner, mais malheureusement il a été rapidement rattrapé comme un bleu, entre guillemets, on le dit habituellement. Les nouvelles méthodes utilisées sont très efficaces, à savoir notamment la police scientifique, les éléments scientifiques qu'on utilise, y compris maintenant les outils numériques également pour pouvoir rattraper les criminels au mètre carré. D'accord. Oui. Alors, une autre opération coup de force de l'armée cette semaine, c'est dans l'Adamawa, la région qui se situe dans la partie septentrionale du Cameroun. Une opération de force qui a permis de libérer 17 otages, dont un bébé, et les ravisseurs sont écroués en ce moment. Eric Ngélé. Ousseni, 14 ans, Aladi, 18 ans, Bouba, 25 ans et Adamo, 40 ans, sont 4 des 17 otages libérés ce 27 décembre par les éléments de la 31e brigade d'infanterie motorisée entre les localités de Mbé et d'Orba, à la lisière des régions du Nord et de l'Adamawa. De sources militaires, le reste des otages libérés a été reconduit dans les familles, dont un nouveau-né enlevé du côté de Gamba. Ils ont immédiatement été pris en charge par les pouvoirs publics à l'hôpital protestant de Ngaoundéré. Une liberté retrouvée alors que les chaînes témoignent encore de la souffrance traversée entre les mains des ravisseurs, mis en déroute après un échange de civilités avec les militaires. Les ex-otages ont dit avoir séjourné pendant 2 mois dans la brousse et présentent des marques de coups et des sévices corporels de tout genre. Contrairement à ce qui s'est passé dans le passé, ils ont été touchés dans leur intégrité physique. Vous avez vu vous-même que le phénomène persiste, mais nous aussi nous avons mis tout en œuvre pour éradiquer ce phénomène. 2 heures plus tard, c'est un groupe de braqueurs qui est tombé dans les filets des hommes du commissariat du 1er arrondissement de Ngaoundéré. Âgés entre 21 et 26 ans, les infortunés sont spécialisés dans le vol de moto, avec coups et blessures assénés sur leurs victimes à l'aide de marteaux. Leur dernier forfait remonte au 25 décembre. Une des victimes qu'on a, qui a reçu un coup de marteau, elle est morte ce matin à 4 heures. Donc quand on les a arrêtés, ils étaient à 3, les autres ont été dénoncés par eux-mêmes. Prudence et vigilance en cette période de fête, car l'ennemi rôde autour de nous, parfois déguisé en bon samaritain. Les ravisseurs sont tous des jeunes gens, mais au regard des marques des sévices corporels subis par les victimes, on a envie de se demander, avaient-ils besoin d'en arriver à ce stade, surtout qu'ils attendent les rançons pour les libérer? Non, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue notamment les comportements un peu maximalistes qu'on observe dans certains groupes. Vous avez le cas par exemple de ceux qui veulent parfois se venger, des gens qui ont accumulé un certain nombre d'aigreurs et donc ont réussi notamment à nettoyer cette aigreur-là. Par exemple, les gens accumulent ce qu'on appelle notamment un nettoyage, une cure d'âme, un nettoyage d'un certain nombre de frustrations qu'on a accumulées. Donc très souvent, il arrive que certains le fassent, d'autres ne le font pas très souvent. Il y en a qui ruminent une colère pendant 6 ans. Il y en a qui sont rancuniers, une rancune tenace, mais surtout davantage, il faut maintenant rentrer dans le sens de la géostratégie. À savoir ici, beaucoup sont, un certain nombre sont issus du conditionnement notamment de la guerre, du conditionnement idéologique notamment, et par conséquent, ça prédispose notamment celui qui a des comptes à régler avec peut-être ça peut être son bourreau ou qui que ce soit, à être plus violent, au vu notamment des frustrations accumulées qu'on n'a pas réussi notamment à faire évacuer. Activité militaire dans le sud-ouest cette semaine, parce que nous restons dans l'actualité militaire. Alors cette semaine, une information selon laquelle 3 gendarmes auraient été
été tué côté camerounais. Cette information a été démentie, c'est dans la localité de Ndian, oui, tout à fait. Zone frontalière avec le Nigeria voisin. Information démentie par le colonel Badiek, en charge de la communication au MINSUP. C'est plutôt 3 assaillants. Au MINDEF, autant pour moi. Alors, c'est plutôt 3 assaillants qui auraient été écrasés par l'armée camerounaise, et il précise que ces assaillants sont tombés à la suite d'une offensive des éléments de la gendarmerie camerounaise, et il va plus loin en s'indignant de ce que il y a certains sur les réseaux sociaux qui publient des informations mensongères de nature à saper le moral des troupes camerounaises qui se défendent au front. Justement. Oui, Moni, dans une guerre asymétrique, c'est d'abord la guerre des communiqués en fait. C'est-à-dire que telle partie veut prendre le dessus sur telle autre. Alors il y a donc une guerre des communiqués parce que bon, rien ne dit effectivement que l'information officielle soit l'information la plus réelle. Mais on remarque au moins une chose, c'est qu'il y a une légère évolution notamment des forces de défense dans la neutralisation notamment d'abord des niches de résistance et des forces ennemies adverses à ce niveau. C'est l'occasion de leur dire, de leur faire un coucou, ceux qui sont déployés dans la partie sud-ouest Cameroun en ce moment. Mais surtout maintenant le fait de demander notamment à ceux qui nous regardent, ceux qui nous suivent en ce moment, de faire attention, y compris avec les ordinateurs portables. Parce que de plus en plus maintenant, quand vous perdez un ordinateur, un téléphone portable, on peut le retrouver en 48 heures. Oui, Android, bien entendu, comme le vôtre ou encore le mien, on peut le retrouver en 48 heures par exemple. De deux, maintenant, il faut faire attention notamment parce que de plus en plus, le ministre de la Justice est sorti cette semaine de sa réserve pour inviter la plupart des procureurs à traquer les délinquants, les cyberdélinquants, y compris dans les réseaux sociaux. D'accord. Vous avez parlé des ordinateurs. L'actualité de la semaine, c'est les PB HIV. Entendez Paul Biya, Higher Education Vision. Vous êtes sur le plateau, vous confirmez. Alors, 80 000 ordinateurs sont arrivés cette fin de semaine à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Et cette livraison constitue le premier compte d'une commande de 500 000 ordinateurs destinés à être distribués très prochainement aux étudiants camerounais. Reportage. Vous avez voulu les ordinateurs. Les voici! Et pour les recevoir, les étudiants ont fait le pied de grue au campus de l'université de Yaoundé 1. Les privilégiés ont reçu les leurs des mains du ministre de l'Enseignement supérieur. Je tiens à dire merci au chef, au président de la République pour le don qu'il nous fait et je promets de mettre ça à profit pour ma formation. Pour cette première phase, 400 étudiants recevront chacun un ordinateur. Une machine dont le coût est estimé à 300 000 francs CFA. Un acte qui réduira la fracture numérique dans les universités du Cameroun. Désormais, les ordinateurs du président vont assurément internationaliser au sens numérique du terme la communauté estudiantine. De surcroît, cette donation du chef de l'État permettra d'intégrer un volume de plus en plus important d'enseignement à distance. En plus des 500 000 ordinateurs offerts par le chef de l'État, d'autres actions sont également annoncées. La Chine construira 9 centres de développement du numérique universitaire au Cameroun à raison d'un centre de développement du numérique universitaire par université d'État et un centre à l'université inter-État Cameroun-Congo au campus de Saint-Mélima. Selon Jacques Famdongo, les 75 milliards de francs CFA, objet de la convention de prêt entre la Chine et le Cameroun, ne concernent pas que les 500 000 ordinateurs. Ils sont là, les tout premiers ordinateurs PB. D'aucuns ont dit problème, mais le chef du centre informatique au ministère de l'Enseignement supérieur rassure quant aux propriétés des appareils. Ces ordinateurs ont un disque dur de 32 Go SSD. C'est l'équivalent de 500 Go dans l'ancienne technologie SATA. Là, c'est pour la mémoire interne. 32 Go semble moins pour l'étudiant, mais nous sommes à l'ère du virtuel. Les étudiants ont à leur disposition un espace de stockage qui a été payé par le gouvernement camerounais entre 100 gigas et 1 Tera par an. 1 Tera dans le cloud Microsoft. L'étudiant peut suivre la vidéo, le streaming pendant 8 heures de temps non-stop. Donc ça montre aussi la performance de la batterie. Cela coûte plus de 300 000 francs CFA par étudiant à l'État, 3 ans renouvelables
Parole au consommateur. Wilfried est étudiant en ingénierie informatique et pour lui, rien de plus à demander. Cette machine avec ses capacités de 2 Go de RAM, de 30 Go de mémoire interne, répond présente à cela, à mes besoins en fait. Vu sous cet angle, il est possible de participer au cours virtuellement et oublier les déplacements quotidiens, si chers et encombrants. On peut faire l'école à la maison étant chez toi et que connaître chez toi, faire l'école, suivre les cours normalement et ensuite venir seulement au campus pour composer. C'est le développement de l'université virtuelle et pour les sceptiques, rendez-vous dans quelques semaines pour les premières évaluations des ordinateurs PB. Une université qui ne fonctionne qu'à l'aune de l'éducatif analogique est une université en retard, déphasé, dicite le professeur Jean-Famin Dongol, chancelier des ordres académiques. Jean-Paul, bien connaissant le faible taux de pénétration d'Internet au Cameroun, qui est actuellement l'ordre de 5%, alors, un usage, comment escompter un usage optimal, une mise en valeur optimale de ces ordinateurs? Il y a au moins 3 atouts à cela. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où les ordinateurs portables arrivent au Cameroun, c'est-à-dire le 22 décembre dernier, la première va à 40 000, et puis le 25 décembre, deuxième va à 40 000, ça fait que ça porte à 80 000, ce que nous avons reçu il y a quelques jours. Il y a ici au moins 3 atouts majeurs pour ce qui est de l'université camerounaise. Le premier atout est d'abord le Wi-Fi dans la plupart des campus. Dans les 8 campus déjà, 8 campus d'État, y compris les campus privés, déjà le Wi-Fi dans la plupart des campus. Pas à temps plein de toutes les façons, mais déjà c'est déjà progressif. Première chose. Deuxième chose maintenant, il y a la bande passante qui s'améliore également dans une situation à travers notamment les réseaux d'interconnexion des universités d'État. Il y a la bande passante. Et de 3 maintenant, dont il y a la fibre optique également, qui commence déjà, dont l'utilisation est déjà visible sur l'espace. Mais en même temps, ce qui est aussi attendu maintenant, c'est l'énergie électrique. Parce qu'avec les nouveaux barrages électriques, notamment hydroélectriques, et maintenant notamment du grand projet du chef de l'État sur notamment l'évolution du pays vers 2035, il y a de plus en plus l'énergie hydroélectrique qui est moins coûteuse que l'énergie, que d'autres types d'énergie, notamment justement, pourrait être également un élément additionnel important, adjuvant, décisif notamment, pour pouvoir donc enrayer notamment la plupart des zones, permettre notamment donc, aux outils, notamment, on peut charger facilement son ordinateur portable, dont la durée d'utilisation peut être de 8 heures, parfois de 10 ou de 12 heures par exemple. Donc, je pense ici, on est bien parti pour notamment être arrimé notamment aux universités du Nord, d'Europe, d'Amérique et même d'Asie. Parce que de plus en plus, on ne peut pas parler d'université aujourd'hui sans Internet, c'est pas possible aujourd'hui. C'est clair. Il faut basculer totalement vers le tout numérique aujourd'hui. Ok, l'attente a été très longue, ça il faut le dire. C'est les procédures, madame, c'est les procédures, vous interrompre, c'est les procédures parce qu'en ceci, il faut lire une chose. Quand on parle de la science administrative, elle est adossée sur 2 éléments essentiels, les lois et les procédures. Et quand on parle d'un projet, comme National Education par exemple, comme le projet du gouvernement camerounais, il y a 2 éléments importants. D'abord, l'acte qui est signé, le protocole d'accord, et de 2 maintenant les procédures. C'est une longue batterie, d'abord du côté chinois et ensuite du côté camerounais. Du côté chinois d'abord, avec la Exim Bank, qui est la banque qui a débloqué les fonds 75 milliards, au profit d'une banque chinoise, qui est Sichuan Telecommunications pour la fabrication des ordinateurs. La procédure est relativement longue. Et ajouter aux lourdeurs administratives qu'on décrit, enfin, on s'indigne justement en ce qui concerne l'administration camerounaise, ajouter aux procédures chinoises, l'attente allait être davantage plus longue. Non, pas tellement, parce qu'on ne peut pas le dire, sinon on va incriminer notre administration. Il faut alors l'administration publique internationale. Parce qu'en fait, elle est partie maintenant d'une dématérialisation. On a dématérialisé vers la modernisation, la miniaturisation, c'est-à-dire on rend l'élément plus petit, plus rapide également, et la numérisation. Alors, à l'évidence, maintenant, il y a la morosité ambiance également, parce que quand un Premier ministre demande à ministre des Finances de décaisser des fonds, il faut également une provision qui s'y trouve pour pouvoir payer des fonds, par exemple. Parce qu'aux 75 milliards de francs CFA, qui ne sont pas arrivés au Cameroun, il faut déjà le dire. C'est pas le ministère de l'enseignement supérieur qui a géré les 75 milliards, c'est la partie chinoise qui a entièrement géré tous ces fonds. C'est un prêt concessionnel de la partie chinoise qui prend son argent, fabrique les ordinateurs et les envoie au Cameroun. Ok. Ma question de départ, qu'est-ce qui va changer? À quoi va-t-on s'attendre en ce qui concerne la manière d'enseigner, les universités, la coopération interuniversitaire, les façons de dispenser les savoirs? Qu'est-ce qui va changer avec les PB? Au moins 3 choses. La première chose, c'est d'abord que l'universitaire, maintenant, va avoir, un peu ce que les latins appellent un vademecum, amène-moi avec toi. C'est-à-dire que dans le portefeuille maintenant de l'étudiant, il y aura désormais un ordinateur. Et l'ordinateur en question maintenant est un ordinateur qui est connecté sur l'espace mondial.
le cyberespace universitaire international. Il est connecté à cela. Donc, l'étudiant camerounais n'est plus une sorte de dans une tour fermée. Non, non, non. Il est ouvert au monde entier. C'est la première chose. Donc, un réflexe du numérique va maintenant habiter le subconscient de l'étudiant pour maintenant structurer, construire maintenant son réflexe mental et comportemental d'étudiant qui doit pouvoir faire de la recherche. Parce qu'il n'y a pas d'études sans recherche. Il faut pouvoir faire de la recherche pour enrichir dans son savoir. C'est un peu comme une éponge. Il faut prendre une métaphore très simple. Vous prenez une éponge, vous la trempez dans l'eau et puis vous la pressez. À travers maintenant cet ordinateur maintenant, c'est donc un appui nécessaire et décisif pour l'étudiant. Première chose. La deuxième chose maintenant, l'étudiant maintenant pourra miniaturiser ses efforts, mutualiser ses efforts avec ses autres camarades pour envisager peut-être un projet d'entreprise. Pour dire, bon d'accord, nous sommes ici, est-ce qu'on peut monter une entreprise peut-être de fabrication des journaux numériques en ligne par exemple. Donc, à partir de son ordinateur portable, il met donc en place des start-up. Qu'est-ce que les start-up sont? Des entreprises numériques. À partir de là, vous pouvez fabriquer maintenant un journal numérique, par exemple. Vous pouvez monter peut-être un projet, par exemple, de commerce numérique. Par exemple, acheter du poisson à Kribi ou à Limbe et le vendre à des capitalistes aux États-Unis. Ça peut être en Californie, ça peut être peut-être à New York, par exemple. Et parlant de numérisation, justement, je vais pas... terminer au moins. D'accord, allez-y. Le troisième point maintenant, qui est le plus important aujourd'hui, à travers le numérique, à travers l'ordinateur portable aujourd'hui, on va améliorer le classement des universités et des universitaires eux-mêmes, qui publient des ouvrages, mais qui ne sont pas connus dans le monde entier. Il est difficile à un Kenyan de s'inscrire dans une université, par exemple, à Yaoundé ou encore à Douala, à cause du numérique, qui peut avoir des problèmes de réseau, de connexion Wi-Fi et autres. Or, maintenant, avec notamment l'ordinateur portable du président, connecté sur Internet, ça va améliorer le classement des universités camerounaises qui ne sont pas très visibles, qui apparaissent parfois à des rangs relativement dérisoires, mais qui vont être améliorés, et y compris dans les universitaires eux-mêmes. Vous voulez écrire un article scientifique, publier un ouvrage, ou même, ou par exemple, soutenir un mémoire de master, ou encore de sortir d'une école normale supérieure, ou encore un doctorat, PhD, ou alors une HTR qui est un diplôme postdoc. Ok. Le directeur de l'informatique du ministère de l'Enseignement supérieur, le professeur Roger Yatta Etoundi, qui est à la risée des internautes sur les réseaux sociaux cette semaine, a affirmé à la télé que 32 gigas de la nouvelle technologie correspondent à 500 gigas de l'ancienne technologie. Je vous propose d'ailleurs un extrait des réactions sur les réseaux sociaux. Rapide, c'est les disquettes SSD de 32 gigas. Initialement, lorsqu'on va voir ça, on va dire 32 gigas c'est petit. Mais avec cette technologie, 32 gigas, ça fait 500 gigas dans l'ancienne technologie. Hey! 32 gigas, ça fait 500 gigas dans l'ancienne technologie. Je reviens avec vous, Jean-Paul Biya. Qu'est-ce que ça traduit exactement, 32 gigas qui équivalent à 500 gigas de l'ancienne génération? Non, je pense ici c'est un peu de la dérision en tout cas, c'est un peu de la dérision. Les gens, la plupart ont voulu interpréter, prendre à leur compte notamment ont voulu déformer un tout petit peu les propos tenus par le professeur, qui sont d'ailleurs disponibles sur Internet. Il a fait un post dans ce sens-là pour expliquer effectivement sa pensée à la plupart des étudiants et de l'opinion publique en général en réalité. Madame n'a aussi aucun ordinateur aujourd'hui ne peut répondre à toutes les capacités que la plupart que les gens recherchent. Pas du tout aucun ordinateur. Mais le professeur a signalé qu'il n'y avait pas mieux nulle part sur la Terre. Les PB, c'était les meilleurs. Pour répondre à cette question, allons à 3 étapes, 3 échelles. D'accord. Première étape maintenant, première échelle notamment ici. Qui fabrique les ordinateurs? Paul Biya, Higher Education Vision, c'est Sichuan Telecommunications, qui est un des meilleurs au monde. Il faut déjà le dire, sur le principe déjà. C'est-à-dire l'écurie, le label, c'est un label Sichuan Telecommunications. Qui est la Chine aujourd'hui dans le monde? Première industrie mondiale. Bon, je vous le concède. Bon. Deuxième chose maintenant, alors ça c'est le hardware. Il y a maintenant le software. Qui a mis les logiciels dans ces ordinateurs? C'est Microsoft, c'est-à-dire le géant mondial de l'informatique, le numéro 1. Alors là c'est une combinaison Chine-États-Unis pour servir le Cameroun dans le cadre de la coopération internationale. 2 grandes puissances. 2 grandes puissances. Il faut être sérieux par rapport à cela. Deuxième chose maintenant, deuxième élément, deuxième échelle. C'est le président Paul Biya qui offre des ordinateurs aux Camerounais, à ses étudiants. C'est lui-même de son propre chef. Bon, je ne sais pas qui il a été inspiré. Bon, Bossuet disait que le roi est inspiré par le Seigneur.
Mais maintenant, le président a choisi lui-même d'offrir 500 000 ordinateurs aux 500 000 étudiants camerounais pour qu'ils ne soient plus nettement les laissés pour compte dans la grande compétition numérique mondiale aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils puissent parler maintenant d'égal à égal avec un étudiant autrichien, avec un étudiant canadien, sud-africain ou encore américain. Et si nous revenions sur la démonstration du professeur Atta. Non, j'y arrive. Le deuxième, c'est le chef de l'État. Le chef de l'État, à son âge aujourd'hui, après pratiquement plus d'une trentaine d'années au pouvoir, est un sage d'Afrique. Il faut le prendre au sérieux. C'est un chef d'État qui connaît très bien l'appareil. Troisième élément maintenant. L'appareil informatique ou l'appareil... L'outil de travail lui-même, que l'étudiant doit avoir, l'outil de travail aujourd'hui. Nous étions à l'Amphi 700, et également à l'Université de Yaoundé 2 à Soie. Ils sont très contents, c'est l'euphorie générale. Que les gens se le disent. Bon, c'est sur les réseaux sociaux, il y a des informations qui font de la fabulation, mais en même temps sur le terrain, c'est un travail de très bonne qualité qui est fait. L'outil qui a été servi aux étudiants est un dont la capacité, dont le stockage de 32 gigaoctets, c'est la capacité qui est nécessaire pour le travail d'un étudiant, qui lui permet maintenant d'avoir accès à ses recherches, aux documents dont il a besoin. Un professeur finit de faire son cours, donne des références bibliographiques ou cyberbibliographiques, il va dans son ordinateur portable qui est connecté, il fait des recherches, il a les éléments dont il a besoin pour faire son travail. C'est ça qu'il est question aujourd'hui. Maintenant, vouloir imaginer donc qu'on puisse prendre par exemple de la pacotille, c'est pas très bien, comment est-ce qu'on peut illustrer cela et le donner aux étudiants. Il faut qu'on soit sérieux. C'est la comparaison qui a dérangé peut-être. Non, c'est l'interprétation. Bon, on compare des restes là, maintenant il y a des adversaires, des ennemis. Comment vous interprétez ça justement, 32 qui équivalent à 500? C'est justement là le nœud de toutes ces dérisions qu'on a vécues sur les réseaux sociaux. La mauvaise interprétation des propos du professeur, mais en même temps, les contenteurs de l'action présidentielle notamment ont perdu une chose de vue, c'est que il y aura un service après-vente. C'est-à-dire qu'il y a, dès le début d'année, il y a des équipes chinoises qui vont arriver au Cameroun notamment pour assurer le service après-vente. Si un ordinateur a quelques problèmes que ce soit, notamment, on renforce sa capacité, on peut réparer. Dans une livraison de 80 000 ordinateurs, il peut y avoir quelques outils qui sont défaillants. C'est minimal, résiduel, périphérique. Voilà. Mais maintenant, de manière solide et forte, la vision présidentielle, il faut l'apprécier, il faut la saluer dans ce sens. Un. De deux, l'outil qui est également offert aux Camerounais l'amène à passer d'un siècle à un autre. C'est un changement de cap, c'est un changement de paradigme. Ce n'est pas un gens qui va s'asseoir dans une bibliothèque poussiéreuse par-ci par-là pour chercher un vieil ouvrage. Non, il a tout sur le numérique. Des dizaines de millions d'ouvrages vont être consultés en numérique, madame Naoussi, qu'on soit sérieux quand même. Ok, et en parlant de la magnanimité du chef de l'État, vous avez cité tout à l'heure que vous avez cité Exim Bank, voilà, qui a préfinancé la fabrication des 10 ordinateurs à hauteur de 75 milliards de francs CFA. Cette dette sera remboursée par qui? Par le contribuable camerounais? La dette est remboursée, une dette concessionnelle entre deux États. C'est sur la base d'un traité bilatéral entre deux États ou encore synalagmatique. Il y a l'État chinois et puis il y a l'État camerounais. La dette va être remboursée, être contractée par l'État du Cameroun sur la base d'un protocole d'accord, avec notamment des résolutions précises à cet effet. Mais ça va être remboursé par le contribuable camerounais. Et pourquoi porte-t-il la marque Paul Biya et qu'on l'attribue un cadeau du chef de l'État comme s'il avait financé de ses propres poches? La marque Paul Biya est un choix du président de la République. C'est ce qu'on appelle en sciences politiques le fait du prince. Je décide de faire telle chose au profit de telle personne. Qui seront payés par autre personne. Non, on y arrive. Deuxième point maintenant, ça peut être perçu comme étant le privilège du tenancier. Et comme ça se dit dans la plupart de nos villages, celui qui a l'orchestre commande la musique. Maintenant, remontons le cours de l'histoire, ne soyons pas amnésiques, madame Naoussi, remontons le cours de l'histoire. En 1972, le président Ahidjo est au pouvoir. Il a pour secrétaire général M. Paul Biya. Alors le président Ahidjo maintenant doit organiser la Coupe d'Afrique des Nations 72. Il fait extraire des fonds publics le montant de 4 milliards de francs CFA. Retenez bien le montant, 4 milliards de francs CFA. Pour la construction de 2 stades de football. Un stade de football à Douala, un autre stade de football à Yaoundé. Comment est-ce qu'on appelle le stade de football de Yaoundé? Stade Amadou Ahidjo. Stade Amadou Ahidjo, bien entendu. C'est un don public. Donc le président peut y greffer son nom pour en faire le label Paul Biya. Ou alors le président, comme l'a fait bien plus tôt, son prédécesseur. Est-ce que c'est pas faire preuve d'un peu de griotisme que d'attribuer, par exemple, on dit c'est le don du chef de l'État, c'est le cadeau du chef de l'État. C'est un nom de baptême, c'est un nom de baptême, comme il y en a un peu partout. C'est l'apogée d'une belle épopée, tout est centré sur le président de la République. Est-ce que c'est pas un griotisme un peu exacerbé? C'est la première fois que le président Biya, madame Naoussi, c'est la première fois que le président Biya décide lui-même d'apposer son nom sur un outil. Lors du comice Ago Passoa à Ebolova en 2011,
il lui avait été proposé par la commission régionale locale, présidée par le ministre Fam Ndongo, de construire une stèle Paul Biya à Ebolova. Il avait refusé. D'accord. Vous comprenez très bien, il avait refusé. On a proposé en 1999, le ministre Fam Ndongo était recteur à l'université de Yaoundé 1. Alors, un nouveau stade a été construit. Il a envisagé à un moment donné qu'on pouvait bâtir ce stade, Paul Biya, le chef d'État s'était opposé à cela. D'accord. Donc le président, bon, d'une manière ou d'une autre, le président Biya pense qu'en fait, je crois notamment, l'école c'est l'avenir d'un pays. Un système éducatif est porteur de promesses pour un pays, d'une manière ou d'une autre. Et comme l'ont dit la plupart de ses devanciers, d'abord Victor Hugo, en 1850, dans l'un de ses ouvrages, rappelle que ouvrir une école, c'est fermer une prison. Et bien plus loin maintenant, en amont, vous savez, il y a Victor Hugo en 1850, en redescendant maintenant en 1994 en Afrique du Sud, Nelson Mandela, dans son deuxième discours comme chef d'État sud-africain, rappelle que si vous voulez détruire un pays, ne cherchez pas les armes ou encore des bombes, détruisez son système éducatif. Remontons maintenant un peu plus tôt au XVIIe siècle. John Harvard, qui est le fondateur de la célèbre université, l'université Harvard aux États-Unis, qu'est-ce qu'il a dit aux Américains? Il leur a dit, si vous pensez que, parce que l'avenir, il y en a qui s'étaient un peu plaints du fait que les coûts étaient relativement élevés. Bon, une année académique maintenant aux États-Unis va dans l'ordre de 15 millions de francs CFA. Il leur a dit, si vous imaginez que le système éducatif coûte cher, alors essayez l'ignorance. D'accord. Pour vous résumer, les PB, Higher Education Vision, sont la nouvelle vision de l'enseignement supérieur que prend Paul Biya. Madame Naoussi, nous sommes rentrés, nous avons basculé depuis le 22 décembre dans l'université de 3e génération, c'est-à-dire le tout numérique. Tous les outils vont être numérisés, les outils didactiques de travail, les éléments de recherche. L'étudiant maintenant sort maintenant d'un siècle très reculé vers un nouveau siècle qui est celui du tout numérique. Toute l'utilisation, c'est-à-dire qu'il pourra faire des recherches étant dans sa chambre, étant dans son université, sans avoir besoin d'un déplacement à gauche et à droite, relativement très souvent onéreux. D'accord. Sur place. Alors, que répondez-vous à ceux qui pensent que cette distribution a tout l'air d'un clin d'œil à visée électoraliste, emballée dans le papier cadeau d'un don spécial? Non, je pense que non, ça c'est une interprétation. Il en est de Paul comme il en est de Pierre. Chacun interprète selon peut être collé à la réalité. La présidentielle, c'est dans très peu de temps. Les élections législatives, c'est également dans très peu de temps. On ira jusqu'à penser, pourquoi maintenant? Pourquoi pas vous? C'est un choix. C'est en fonction d'un programme politique du président de la République. C'est un projet. Et National Education. Le gouvernement camerounais porte près de 152 programmes. À l'intérieur des programmes, maintenant, il y a des recherches. Le ministère de l'Enseignement supérieur en a 4. Programme de développement de l'enseignement supérieur. Et comme l'a dit le président en 2008, le 10 février 2008, il faut changer radicalement l'image de l'enseignement supérieur aujourd'hui. Aller le plus loin possible avec l'enseignement supérieur. Le ministre Fam Ndongo à son niveau, maintenant, doit commencer par mettre en place des bases, c'est-à-dire améliorer les conditions d'abord de vie et de travail de la plupart des enseignants. Il y a des primes pour les étudiants, pour les enseignants, et maintenant un élément salarial additionnel pour le personnel d'appui. Première chose. Deuxième chose maintenant l'ouverture maintenant. À savoir, vous pouvez par exemple changer de grade. Pas des travaux très facilement, ce qui était très difficile avant, dans un domaine comme le droit, la science économique, encore l'économie, la médecine. Vous pouvez changer de grade, passer de chargé de cours par exemple en rang magistral, sans passer forcément par le concours d'agrégation, très souvent difficile pour la plupart des candidats, demandant des coûts très élevés, aller faire des séminaires de préparation de part et d'autre en Afrique ou encore en Europe, mais simplement pas des travaux. Il y a eu justement un basculement dans ce sens. Et maintenant, ne perdez pas de vue maintenant pour ce qui est des licences professionnelles. Ça a été créé en juillet 2006 quand le ministre Fam Ndongo arrive. Il paye la dette académique en décembre 2006 et 5 mois avant, il crée maintenant des licences professionnelles qui n'existaient pas. D'accord. Alors, nous allons évoluer. J'aimerais vous demander quel est le planning de distribution des 10 ordinateurs, parce qu'on se souvient que le 26 décembre dernier, il y a près de 4000 étudiants qui attendaient, mais seulement 1000 ont été distribués. Non, c'est quel est le planning justement de En fait, il y a au moins 2 informations. La première, c'est le Premier ministre, le chef du gouvernement, apprécie notamment la distribution en commençant par la ville de Yaoundé, qui est la capitale en réalité. Donc, en fait, le 26 à Yaoundé 1 et le 27 à Yaoundé 2, les 1000 ordinateurs, 1000 dans la première université, 1000 dans la deuxième, étaient uniquement symboliques. C'était un lancement de distribution. Et ça s'est poursuivi notamment. Et le recteur, à l'époque, du mois de 26 décembre, rappelait notamment qu'au niveau de Yaoundé 1, qui compte près de 60 000 étudiants, il y a 37 070 qui étaient déjà enrôlés sur la fiche biométrique. Et tous vont recevoir les ordinateurs. Et maintenant, les inscriptions biométriques pour se poursuivre naturellement. Alors maintenant, après Yaoundé 1, Yaoundé 2, maintenant, le ministre de l'Enseignement en début d'année maintenant, devrait maintenant aller au nord.
Entre-temps, maintenant, on aurait déjà reçu les 100 000 autres ordinateurs qui vont arriver, même par voie maritime. Ça a été fabriqué depuis, maintenant par la voie maritime, non plus par la voie aérienne, très coûteuse à l'État. Ok, merci beaucoup pour toutes ces explications. On imagine qu'elles ne sont pas exhaustives, mais le temps imparti pour cette émission nous contraint à nous arrêter là-dessus, et pour d'autres émissions, nous allons vous réinviter pour expliquer davantage. Lundi dernier, c'était jour de Noël. Les chrétiens et musulmans de la ville de Foumban se sont réunis. Ils étaient tous dans la même église pour célébrer la fête de la Nativité, pendant que, au même moment, à Vom, l'attraction était consacrée au club de danse. Reportage. Et nombreux à se retrouver au temple d'Ambassine à Foumban ce 25 décembre pour célébrer la fête de la Nativité. L'homélie du jour était tirée de Matthieu chapitre 1 versets 18 à 25. Le célébrant du jour, Thomas Foipon, a retracé la naissance du Christ et a appelé les fidèles à la réconciliation, au pardon et à l'amour. Près de 200 jeunes ont été baptisés, donnant ainsi leur vie à Dieu. Moment de réjouissance et de bonheur, quelques musulmans se sont joints à ces chrétiens pour célébrer ce moment important. Le sultan roi des Bamoun étant de la partie, on a profité pour inviter les fils et filles Bamoun à l'unité, au dialogue et à la paix. Précisons que dans le département du Noun, chrétiens et musulmans cohabitent pacifiquement, bel exemple de cohésion sociale et du vivre ensemble. Soleil de décembre, une matinée du 25, la fête de Noël battante. En journée, c'est ce hangar, la grande attraction du village Andom, dans le département de la Mofou et Afamba. Insignifiant à vue d'œil, mais une palissade pleine de bonté. C'est cette braiseuse, la maîtresse des lieux. Nous avons du poisson braisé, de la bière, du vin de palme. Les vieillards là trouvent le compte d'une célébration juste. Mais pour les jeunes et anciens yéyés, la soirée, c'est le moment M de célébration. Les garçons apprêtent les souliers. Les filles embellissent leur coiffure. Le grand rendez-vous s'annonce dans ce bar Dancing Club réputé du coin. Son nom porte une indécence à l'écoute, mais irrésistible aux villageois. On appelle sans caleçon bar. Le bar là, c'est la magie, c'est le mal. Dès que je finis de coiffer là, je me prépare, je me lave bien, je m'habille. Il y a les gens qui tuent de Ndjana, 60, et Djandouane, et Mbouni, tous les villages. On va boire jusqu'au matin, tu saoules, tu pars dormir chez la maman. Pour le bal du soir, le pavoisement est particulier. Les pailles pour couvrir les endroits ouverts, les pompées pour le décor. 17h30, la sonorisation arrive, l'installation vite faite. Dernier coup de préparatifs pour une soirée qui se prépare comme pic de célébration. On fait tout pour les satisfaire, la danse, tout, c'est né ici pour nous, c'est nous qui créons la danse ici, là, le sans caleçon de soie. La nuit tombée, un portier baraqué filtre les entrées, 500 francs comme condition d'accès. Pour l'organisation, j'ai eu à dépenser plus d'1 million de francs. Même si je gagne même 50 000 francs, c'est seulement pour vivre le village, pour mettre le village en jeu, à mouvementer. 1000 degrés d'ambiance à l'intérieur. Je suis venu juste pour danser avec les amis et boire, faire la fête. Les appareils photo crépitent à côté. Une mascotte fait foule. La bière, elle, coule à flot. 4 heures. La dose est montée. Le bilan commence pour Bacchus qui compte ses victimes. Exemple de coexistence pacifique, musulmans et chrétiens dans la même salle. Un commentaire?
Oui, non, je pense qu'ici, il faut simplement saluer notamment l'esprit notamment de communisme que notamment est justement admis, enfin, est prescrit dans la charte de la République. Il faut saluer cela et le deux maintenant au quotidien. Justement les efforts que font les pouvoirs publics pour essayer de permettre à toutes les entités religieuses, confessionnelles de vivre ensemble dans un même espace. D'accord. Nous allons parler d'autre chose à présent. Alain Patrice Ngannan, l'écrivain camerounais de nationalité américaine, renvoyé du Cameroun après 3 semaines de détention. Vous que le président de la République aurait désavoué ses proches collaborateurs en ordonnant la libération de Patrice Ngannan? C'est une affaire en justice. Le chef d'État s'occupe de l'exécutif. Le chef de la magistrature suprême aussi. Certes, mais c'est une affaire qui était encore en cours. Qui était pendante. Qui était pendante devant la justice. Je pense qu'il y a cela. Mais moi maintenant, ma lecture de journaliste, c'est-à-dire repose sur 2 éléments. J'ai 2 reproches à faire à M. Ngannan, que je respecte par ailleurs. D'accord. M. Ngannan, il a 47 ans, il est relativement plus jeune que moi, il est brillant. C'est-à-dire il est universitaire et il est écrivain. Mais j'ai au moins 2 choses à lui reprocher. La première chose, en tant qu'universitaire, il est un penseur. Il peut s'attaquer à la gouvernance publique du chef de l'État, reprocher peut-être l'exécution de tel contrat, de tel projet, de telle nomination. C'est son bon droit, ça l'universitaire. Mais maintenant, en tant que fils de l'Ouest, je connais très bien la culture de l'Ouest. Un fils n'insulte pas le père, il n'insulte pas le chef. Pourquoi M. Ngannan insulte le chef de l'État? Là est tout le problème. Et à travers cela, maintenant, il commet un peu ce qu'on appelle un parricide. C'est ce que je reproche à M. Ngannan. D'accord. C'est-à-dire, M. Monga, en 91, n'avait pas insulté le chef de l'État. Il s'était attaqué à un système qu'il estimait qu'il était monolithiste. Il fait maintenant ouvrir les vannes, ce qui était pratiquement déjà en cours depuis 86 au sein du RDPC. Mais maintenant, M. Ngannan, ce que je lui reproche, parce que M. Ngannan, qui est originaire de Bazou, ne peut pas insulter le chef supérieur Bazou. Il le respecte. Il sait que le chef incarne la sacralité ancestrale. Il est pratiquement le représentant des ancêtres, donc presque un trait d'union entre les vivants et puis les ancêtres. Pensez-vous qu'il a été chassé du Cameroun ou renvoyé du Cameroun? Parce que les terminologies ne disent pas la même chose. Ça dépend du lieu où on se trouve. Mais ce qui est au moins constant, c'est une chose. C'est que le chef supérieur Bazou est un auxiliaire de l'administration qui a à sa tête maintenant tout un gouvernement, toute une batterie, jusqu'au chef de l'État. Et à ce titre maintenant, on peut au moins lui reprocher une chose. Première chose, Calix Beyala, c'est sa sœur, sa cousine Bazou, parce que Calix Beyala est Bazou d'origine. Les ADN l'ont démontré. C'est sa cousine. Monsieur Ngannan est également Bazou, c'est le neveu de l'ancien ministre d'État Enoch Kwayep, qui a fait de très bonnes études avec un doctorat en droit public. Il a travaillé sur Alexandre Sieyès. Alors quand vous attaquez maintenant l'héritage de vos ancêtres, ça devient maintenant un parricide. Quand vous attaquez maintenant votre sœur, ça devient un sororicide. Parce qu'il attaque sa sœur, il insulte Calix Beyala, on peut lui reprocher ça. Il devrait s'amender au moins pour cela. Et de deux, maintenant, un intellectuel est là pour conduire la société. C'est une lumière, c'est un phare. Qu'est-ce qu'un intellectuel? J'aime bien cette citation de Aimé Césaire en 1976, le 4 juillet 1976. Qu'est-ce que Césaire dit dans Demain d'Afrique? Il dit: je considère que l'intellectuel est la conscience d'une collectivité. C'est un être qui sait un certain nombre de valeurs. Et parmi les valeurs qui sont au cœur du monde, il y a d'abord l'homme, la justice et la vérité. Monsieur Ngannan est un universitaire. Je veux bien comprendre avec Pascal Boniface qui a publié il y a quelques années un ouvrage intitulé Les intellectuels faussaires, qui se débinent de leur mission première pour aller notamment vers des zones de mandarinat et d'épicurisme. Je leur concède cela. Mais M. Ngannan est attendu sur un autre terrain, c'est-à-dire il est comme Prométhée qui allait cueillir le feu des dieux pour le ramener vers les vivants, vers les Bazous, vers les Camerounais. C'est compris. D'Alain Patrice Ngannan. On va parler d'une autre personnalité. Il s'agit cette fois-ci d'une personnalité politique, Obiangema Bazogo. On a enregistré il y a quelques jours une tentative de coup d'État qui a été fort heureusement pour les pros Obiangema stoppé net. Obiangema est au pouvoir depuis 38 ans et à chaque consultation électorale, notamment la présidentielle, il est carrément plébiscité. Il est voté il y a plus de 90 à 98%. C'est pas la première tentative de coup d'État. Entre le plébiscite et les coups d'État, on a envie de penser au regard des urnes qu'il est aimé de tout le monde, mais les coups d'État quand même viennent nous amener à poser des points d'interrogation. Non, madame Naossi, vous savez, comme le dit Jean-Paul Sartre, on ne se pose qu'en s'opposant. Quand un chef d'État pose son pouvoir,
c'est en opposition à d'autres personnes, d'autres courants de pensée idéologique, c'est normal. Mais en fait, la pertinence de la question que j'attends de vous, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il continue de se maintenir autant de temps au pouvoir. Merci pour la question. C'est parce qu'il a accepté par le peuple. Il a accepté par l'armée et par le peuple. Le président Moubarak a été élu pratiquement en 2010, a été réélu avec plus de 80%. Et en 2011, il a été balayé. En début 2011, il a été chassé par la rue. Il venait d'être réélu. Deuxième chose maintenant, le cas par exemple de Mohamed Reza Pahlavi, qu'on appelle couramment le Shah d'Iran. En 1979, il avait la 4e armée du monde, la plus puissante du monde. Il a été renversé par un coup d'État lui-même. Donc M. Obiangema Bazogo tient très bien le gouvernail dans une posture de vaisseau amiral. D'après nos dernières informations, c'est un proche de Obiangema Bazogo, un général qui était commanditaire de ce coup d'État. Il est d'ailleurs en fuite, son chauffeur et son véhicule ont été saisis. Devrait-on craindre davantage ceux qui nous côtoient au quotidien que ceux appelés étrangers, entre guillemets? Non, je ne pense pas. C'est pas sur ce prisme que je pourrais lire cela. C'est-à-dire que le bourreau du président Obiang en cavale est une chose. Maintenant que la sécurité règne à Malabo est une autre chose. Le pays vit tranquillement en paix. Le Cameroun de même. D'accord. Le Cameroun n'a pas ce genre de problème, du moins pour l'instant, ce qui concerne notamment la sécurité territoriale. Les hommes en tenue font très bien leur travail, encadrés notamment par le chef suprême, qui va d'ailleurs dès demain au quartier général, dans la plupart des instances sécuritaires, on va poser de nouveaux galons sur les épaulettes. Nous évoluons avec les personnalités culturelles, politiques. George Weah est désormais le nouveau président du Libéria. L'ex-star du football a obtenu plus de 60% des voix lors du second tour qu'il opposait au vice-président de Johnson Sirleaf, le sortant justement Joseph Boaké, et le film de son parcours de footballeur jusqu'à l'apogée d'une carrière politique, on va le dire, avec Marc-Lionel Tchouamau. Qui a dit qu'être footballeur ou sportif, c'est ne rien avoir dans la tête? Tout avec les pieds, mais rien dans le cerveau. Mr. George, en accédant à la plus haute fonction jamais occupée par un sportif, vient d'accroître les chances de reconversion dans la politique de ses pairs, comme d'autres avant lui. Hier, buteur exceptionnel, Romario est aujourd'hui l'un des sénateurs de Rio les plus respectés du Brésil. Sa voix a compté lors de la destitution de Dilma Rousseff, ex-présidente du Brésil. Ancien Milanais, tout comme George Weah, le défenseur georgien Kaka Kaladze s'est lancé dans la politique avec pour première récompense une place au Parlement géorgien. Aujourd'hui, Kaladze est vice-premier ministre en charge de l'énergie et des ressources naturelles. Plus proche de nous encore, Feu Théophile Abega. L'ex-lion indomptable avait dribblé tous ses adversaires en course à la mairie de Yaoundé 6e. Un footballeur président de la République, de quoi donner des idées à certains qui ont également écrit les plus belles pages du ballon rond. Le bouclier est levé. Les footballeurs peuvent tout aussi inscrire un but de la bouche, comme les hommes politiques. Le Libéria, première république africaine fondée en 1847 par les esclaves américains affranchis, a été plongé dans une crise fratricide entre 1989 et 2003, faisant 250 000 morts. Aujourd'hui, George Weah arrive au pouvoir. C'est la première transition pacifique dans ce pays. George Weah, quels seront ses principaux défis à relever en tant que chef d'État? En saluant déjà la victoire de George Weah, qui fut notamment pensionnaire de Tonnerre à la club de Yaoundé justement, je pense à la victoire de Weah. Il faudrait notamment lire ici la belle phrase de Achille Mbembe. Jean-Achille Mbembe a une très belle phrase dans l'un de ses derniers ouvrages, je me rappelle très bien du titre. Il a dit, les footballeurs, parlant des footballeurs, des artistes et autres, il a dit, c'est la nouvelle figure de la réussite sociale dans le monde aujourd'hui. C'est-à-dire les artistes, les musiciens, les footballeurs, les peintres et autres, les artisans et autres. Ça doit faire pousser des ailes à d'autres artistes. Bien entendu. Donc aux footballeurs, tout à fait. En fait, jusque-là, on était habitué à un schéma classique, à savoir de belles études, une bonne formation, un bon profil, et puis ça vous conduit très haut vers... On peut réussir ailleurs désormais. Oui, on peut réussir maintenant en dehors des études. Il y a également d'autres voies, mais lesquelles voies notamment rejoignent notamment des études, parce qu'en fait, il faut être cultivé, il faut rentrer dans le champ notamment du numérique, comme l'éditeur du numérique professionnel, bien entendu. Et qu'est-ce qui aura aidé justement? Vous parlez des défis. Oui, a été porté notamment par la foule. C'est une star qui mobilise des foules de part et d'autre, de un. Et de deux, maintenant, il a été passé ensuite le long cours
Parce que Mme Johnson Sirleaf a été réélue 2 fois de suite. Oui. Weah a été allé 2 fois aux élections présidentielles. Première fois en 2005. Première fois en 2005, il a été battu. En 2011. Deuxième fois en 2011, il a été battu. Et puis en 2017, il a fait preuve de résilience. Et ça, c'est une qualité politique. Quelles sont les armes de Georges Weah? Comme tout footballeur, c'est-à-dire qu'il est patient, il est tenace et il est visionnaire. Oui. Et on va dire que c'est le match de sa vie, hein, oui, arrivé au pouvoir, 51 ans. Il a 51 ans. Il est jeune. Il a dû refaire les classes parce qu'il a reconnu que c'était une entorse pour remporter une élection présidentielle dans son pays et de défendre les intérêts de ses compatriotes. En fait, en Weah, il faut voir ici notamment, Weah, c'est un peu la tendance de gauche. C'est-à-dire à peu près les populations des quartiers pauvres, par rapport maintenant à une certaine aristocratie dont il fallait se défaire un tout petit peu. Bon, pas forcément se défaire, mais maintenant faire prévaloir notamment l'idéologie de gauche, et à partir de là maintenant se projeter, non, la vague rouge, se projeter maintenant sur la scène, et puis maintenant tenter de voir comment trouver d'abord une solution d'abord à la corruption rampante, endémique, de 2 maintenant améliorer la gouvernance, et de 3 maintenant notamment ouvrir les portes maintenant à la coopération pour pouvoir notamment créer de nouveaux emplois. Et dans le cas d'espèce notamment la dernière réunion qui a eu lieu à Paris entre l'Union européenne et l'Union africaine est porteuse, notamment le plan Juncker, avec plus de 29 000 milliards de francs CFA. M. Weah pourra frapper à la porte de cette commission. C'est sur cette note d'espoir que nous sortons de cette émission. Il faut dire que c'est la dernière de l'année 2017. Nous avons été très heureux de vous la présenter avec le concours de Jean-Paul Biya, responsable de la communication, chef cellule de la communication au ministère de l'Enseignement supérieur. Je vous rappelle, il a été très souvent plébiscité. Nous l'avons réinvité. Merci beaucoup. Merci de nous suivre. Bonne année à vous tous. 2018, c'est la semaine prochaine. Nous serons là avec le même entrain, un nouveau sourire et de très belles choses. Merci beaucoup, Jean-Paul Biya. Merci. Et bonne année à vous. Hein. Merci à vous de même à Canal 2, à M. Chatué qui très souvent m'offre l'honneur de venir faire passer quelques messages de l'enseignement supérieur sur son plateau, et puis au chef de l'État, au gouverneur, le Premier ministre, chère femme de Mou. C'est l'occasion de dire bonne année à votre patron, le ministre Jean-Pham Ndongé, au chef de l'État. Bonne année à vous, mesdames et messieurs.